un ami pauvre. Un vent froid avait commencé à souffler quotidiennement sur le terrain de sport de l'école, et d'ailleurs la saison de baseball était terminée. On s'était mis à jouer au football à la place, c'était l'hiver. Début décembre, on pouvait encore prendre le soleil adossé aux salles de classe qui étaient orientées plein sud. Il y avait eu 4 ou 5 jours de beau temps, presque chaud, quand tout à coup, le 10, comme si quelqu'un avait décidé que cela avait suffisamment duré, le froid était arrivé. De gros nuages gris comme de la vieille bourre de coton couvraient le ciel en permanence et la température s'était mise à descendre graduellement. La neige n'allait sans doute pas tarder, et les examens de la fin du deuxième trimestre aussi. Dans la classe, on avait allumé le poêle. Maintenant, quand on entrait dans la classe en revenant du terrain de sport, l'air chaud vous sautait au visage. Le corps se réchauffait petit à petit, et là, il n'était pas facile de lutter contre le sommeil. Urakawa était loin d'être le seul à somnoler. Enfin, il gardait tout de même une bonne longueur d'avance, et pas vraiment discret. Il arrivait qu'il redresse la tête en sursaut, faisant aussi sursauter Copper par contagion. Urakawa avait manqué quelques jours suite à l'incident de la dernière fois. La portion de champ visuel habituellement occupée par le dos rond d'Urakawa était restée vide. Et pendant 2 ou 3 jours, ce champ visuel ouvert avait comme qui dirait dérangé Copper. 4 jours, 5 jours, Urakawa ne revenait toujours pas. Il a peut-être attrapé un rhume, s'était dit Copper. Quand un élève de la classe manquait plus de 2 ou 3 jours, un de ses camarades passait généralement chez lui après les cours, histoire de prendre de ses nouvelles. Mais qui passerait chez Urakawa? À peine la question eut-elle frappé l'esprit de Copper qu'il décida d'y aller lui-même. Le samedi après-midi, après les cours, Kitami rejoignit Copper et lui proposa d'aller jouer au football. « Allez, on va mettre la pâtée à la classe 2 cette fois, parce que la dernière fois, ils ont failli nous avoir, je ne sais pas si tu te rappelles. » Kitami était manifestement motivé, mais Copper avait prévu d'aller voir Urakawa et ne répondit pas « Ah ouais, je viens !» comme il aurait fait en temps normal. « Désolé, j'ai une course à faire !» répondit-il. Kitami eut l'air déçu. « Ah bon, dommage. C'est pas marrant si t'es pas là. » Réponse qui eut pour effet de faire hésiter Copper un court instant, mais il s'en tint finalement à ce qu'il avait décidé en premier lieu, à savoir aller chez Urakawa. Il se sépara donc de Kitami et franchit seul le portail de l'établissement. La journée était froide, mais le ciel dégagé avec un beau soleil, un vent âpre sifflait aux oreilles. Copper descendit du tram devant un grand temple du quartier de Koishikawa sur une avenue large et neuve, et s'engagea sans attendre dans la montée à main droite. Il arriva à un vaste cimetière. Sur la gauche, en bas de la côte, il aperçut la ruelle populeuse où habitait Urakawa. La tombe de son père se trouvait justement dans ce cimetière au sommet de la colline. Il connaissait donc le quartier pour y être souvent venu. Mais c'était la première fois qu'il s'engageait dans une de ces minuscules ruelles. Des 2 côtés de la ruelle se dressaient d'étroites boutiques où l'on vendait du riz, des fruits et légumes, des patates douces grillées, des confiseries. Elles étaient serrées les unes contre les autres et si basses de plafond que les passants devaient incliner la tête pour passer sous l'auvent. Tout au moins, les adultes. Et toutes sombres, elles se continuaient en appartements de location sur 2 étages, ce qui, vu de la rue, renforçait l'impression de confinement et d'étroitesse. Copper avait l'impression d'être entré dans un tunnel et une animation avec ça. Ça courait de partout, une femme en tablier de travail arpentait la rue à petits pas, pliée en 2 sous le poids d'un petit enfant qui dormait sur son dos, un jeune homme en bottes de caoutchouc traversait la rue à vélo, tête baissée, des enfants crasseux jouaient aux samouraïs avec des sabres de bois en se faufilant partout. Au milieu de tout ce vacarme, régnait une odeur très particulière. Copper progressait dans la rue en surveillant attentivement les magasins qu'il croisait sur la droite. Devant le marchand de viande, un gros homme en tablier sale était occupé à frire quelque chose. 10 cents la côtelette, 7 cents la croquette de viande, disait un papier au-dessus de sa tête. À côté, des enfants lorgnaient vers une boutique de biscuits Azim en forme de poisson fourré à la pâte de haricots rouges sucrés. La boutique suivante portait une grande enseigne écrite à la peinture. Sagamiya. C'était un marchand de tofu. Ah voilà, c'était là. Devant la boutique se trouvaient 2 ou 3 femmes, sans doute des mères de famille. Copper, qui se demandait ce qu'il allait pouvoir dire en entrant dans le magasin, resta un moment derrière elle. À l'intérieur, une femme d'une 40aine d'années à forte corpulence, un peigne planté dans son chignon pour retenir ses cheveux, servait la clientèle. Comme toutes les femmes ici, semble-t-il, elle portait un tablier de cuisine et avait retroussé ses manches jusqu'au-dessus des coudes. Impressionnant tout cet tablier. Celui de la marchande de tofu, l'enrobé serré à craquer. On aurait dit un lutteur de sumo au visage sanguin. Elle était pleine de vitalité et d'énergie.
Et voilà un tofu frais pour madame, lança la patronne d'une voix claire et forte comme un homme en rendant à sa cliente la marmite d'émail bleu que celle-ci avait apportée, dans laquelle elle venait de glisser un pavé de tofu. La femme devant Copper prit la marmite dans ses mains et l'enveloppa dans un carré de coton dont elle fit un baluchon d'une main experte avant de rentrer les épaules pour s'exposer le moins possible au froid en ressortant de la boutique. Et pour la madame suivante, 2 pochettes d'abrahagé, 2 cria de nouveau la patronne tout en enveloppant prestement 2 feuilles de tofu frit dans un papier journal, puis en recevant la pièce de cuivre que lui tendit une jeune dame en échange. Sans doute avait-elle déjà repéré Copper du coin de l'œil, car la pièce de cuivre n'était pas encore dans sa boîte à monnaie qu'elle lui lança. « Et le jeune homme, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ?» Pris de court, Copper se sentit des palpitations. « Ah, Urakawa est là ?» La patronne baissa un regard dubitatif sur Copper. L'instant suivant, elle avait compris de quoi il s'agissait et acquiesçait de la tête. « Ah, un ami de Tomé. Je vous avais pris pour un gamin que sa maman avait envoyé faire les courses, mais c'est apparemment autre chose, pas vrai? Tomé? Oui, oui, bien sûr qu'il est là. » Elle se retourna alors vers le fond de sa boutique et appela de sa voix forte. « Tomé, un ami te demande !» Dans la pénombre, au fond du magasin, on devinait quelqu'un de dos qui s'activait à un travail. Quand la patronne l'appela, il se retourna. C'était Urakawa. « Ah tiens, Honda !» Quand Urakawa s'approcha, Honda en resta bouche bée. Bon d'accord, il avait remarqué que les tabliers étaient à la mode dans le quartier, mais qu'est-ce que cela signifiait, même Urakawa? En dessous, on devinait le pantalon extra large que Copper connaissait bien et ses socks de bois. Sans le faire exprès, Copper ouvrit de gros yeux en voyant Urakawa, une paire de longues baguettes de bambou à la main. « Mais tu n'es pas malade ?» Urakawa semblait hésiter à trouver ses mots. C'est la femme qui répondit à sa place. « Pas malade, non, mais notre apprenti est couché avec un beau rhume, et le père étant absent, on manquait de bras au magasin. Alors c'est moi qui lui ai demandé de me manquer la classe quelques jours. Et on est tellement occupé que je n'ai même pas trouvé le temps de prévenir l'école. Vous voyez? Ma foi, merci d'avoir pris la peine de venir. Soyez le bienvenu, jeune homme. Entrez, entrez. » Copper suivit Urakawa, et tous deux s'assirent sur la marche qui marquait l'entrée de l'espace privé de la famille. La mère d'Urakawa attrapa, en grognant, « Oh, Is !» une lourde jarre en laiton qui contenait du charbon de bois et servait de brasero, et l'approcha de Copper, puis elle leur servit un gobelet de thé. Malheureusement, elle ne put pas rester longtemps avec eux, une nouvelle cliente venait d'entrer dans la boutique. Copper, assis à côté d'Urakawa, ne savait pas trop quoi dire. Il s'humecta les lèvres d'une gorgée de thé pour se donner une contenance. Urakawa n'avait pas l'air très détendu non plus. Il finit par se lever d'un air gêné. « Attends-moi un peu, j'ai encore à frire. » Au fond du magasin se trouvait un énorme poêle à charbon de bois en terre cuite sur lequel une non moins énorme marmite de fer remplie d'huile bouillonnait. « J'en ai pour 1 minute, juste le temps de frire ça ?» ajouta-t-il en pointant ses baguettes de bambou vers une table de travail où étaient posées 4 ou 5 fines tranches de tofu. Urakawa les prélevait délicatement et les plongeait dans l'huile bouillante, puis le repêchait avec les baguettes quand elles étaient cuites. Copper découvrit alors, pour la première fois de sa vie, que l'abrahagé était du tofu frit. « Si je ne le fris pas maintenant, ça ne sera pas prêt pour la vente ambulante de ce soir, » expliqua Urakawa sans quitter l'huile de sa marmite des yeux. D'une main experte, il repêcha son dernier abrahagé en souplesse, un abrahagé d'une jolie couleur rousse qui était suspendu au bout de ses baguettes. Une torsion du poignet pour faire goûter l'huile, puis il le déposa sur une grille métallique placée à côté. Le temps que le suivant soit prêt, il superposa ceux qui étaient en train d'égoutter sur la grille, agitant ses baguettes et sa main en rythme. Pof, 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 rectifiant l'alignement de la pile d'un léger coup du ventre de ses baguettes. Waouh! Copper avait du mal à retenir son admiration. Urakawa, oui, cet irrémédiable empoté d'Urakawa, quand il s'agissait de sport, était d'une agilité et d'une précision parfaite aux baguettes longues. Il fallait le voir pour le croire. Debout devant sa marmite à friture, Urakawa était un professionnel dans l'âme. Il possédait la même assurance et la même tranquillité d'esprit que le lanceur de baseball qui monte à la plaque avec 5 ou 6 ans d'expérience en ligue professionnelle. « Waouh !» s'écria Copper, et cette fois ce n'était pas dans sa tête. « Mais tu es super bon !» Urakawa reçut le compliment avec un sourire compliqué, moitié gêné, mais triomphant quand même. « Combien faut-il d'entraînement ?»« D'entraînement ? Ben oui, combien d'entraînement ça demande pour arriver à cette précision ? Je ne me suis jamais entraîné de ma vie. J'aide juste ma mère de temps en temps. Mais si j'en rate une, ça fait 3 cents de perdu. C'est du sérieux. » Quand le lot dont il était en train de s'occuper fut frit, il appela sa mère. « Maman, c'est prêt ?»« C'est bien, merci. » La patronne se déplaça
déplaça son grand corps en petite foulée jusqu'à lui, attrapa l'énorme marmite en fer à l'aide d'un torchon mouillé, oh hiss, et l'ôta du feu. De nouveau, Copper ne put retenir son admiration devant la force physique exigée par ce travail. Urakawa dénoua son tablier et s'essuya les mains avec un papier journal près de lui. Enfin, Copper reconnaissait l'Urakawa qu'il voyait tous les jours à l'école. « Tomé, vous devez avoir plein de choses à vous dire, pourquoi tu ne le conduirais pas dans ta chambre ?» dit sa mère à Urakawa. Puis s'adressant de sa voix énergique à Copper, « Pas vrai, jeune homme, suivez-le !» Justement, il s'inquiétait beaucoup de manquer l'école. Ce n'est pas très propre ici, mais ça vous fera une occasion de visiter une maison comme vous n'en avez sans doute pas l'habitude de voir. Allez, Tomé, fais-lui visiter. Pas vrai, jeune homme. Ça vous changera des belles demeures. Vous en voyez tellement, ça ne vous amuse peut-être même plus, je parie. Urakawa et Copper montèrent donc dans la partie privée de la maison et grimpèrent par le raid escalier jusqu'à la chambre d'Urakawa où il faisait aussi ses devoirs. C'était une pièce toute simple de 3 tatamis exposés au nord. L'unique fenêtre, munie d'un rebord, laissait entrer le jour par une vitre en verre sablé. Seule la partie la plus haute, d'où l'on voyait le ciel gris d'acier d'hiver, était de verre transparent. Le vent gémissait au dehors, et la fenêtre faisait un boucan incessant. Sur le bureau bas devant la fenêtre à glissière, Copper reconnut les livres de classe, les cahiers et le sac d'Urakawa. Les 2 garçons s'assirent en tailleur sur des coussins plats, l'un en face de l'autre, et se hâtèrent de poser leurs mains sur le brasero en faïence. Les mains d'Urakawa étaient couvertes d'engelures, dont une ouverte qui bâillait au niveau de la 2e phalange de l'index. « Tu sais quand commencent les examens du second trimestre ?»« Le 17. »« Ils ont déjà annoncé les horaires ?»« Non, pas encore. On devrait nous le dire lundi prochain en principe. » À cette nouvelle, Urakawa prit un air inquiet. « Vous avez avancé jusqu'où en anglais ? On a fini le chapitre 16. Et en maths ? Aujourd'hui, on a attaqué les proportions. En japonais, en histoire, en géo, en sciences naturelles ?» Urakawa s'enquit avec fébrilité de l'avancée du programme dans chaque matière pendant qu'il avait été absent. Copper lui montrait sur ses manuels de classe où ils en étaient. Urakawa marquait l'endroit d'un signe au crayon et comptait et recomptait le nombre de pages. Il avait l'air si anxieux de tout ce travail qu'il allait devoir rattraper que Copper ne se sentit désolé pour lui. « Ne t'inquiète pas, ce n'est que 5 jours d'absence, tu vas rattraper ça très vite. »« Tu crois ? Je n'ai pas un moment à moi pour travailler dans la journée, et le soir, je suis tellement crevé. » Ce qu'on fait en ce moment, ce n'est pas vraiment difficile. Un survol rapide, et c'est tout bon, tu verras. Si j'étais intelligent comme toi, oui, peut-être, répondit Urakawa avec un triste sourire. Même en temps normal, Urakawa se levait avant l'aube et aidait à fabriquer le tofu avec les autres avant de se dépêcher d'aller à l'école. C'est pourquoi il était pris d'un coup de barre autour de midi et piqué régulièrement du nez pendant la classe. Alors en ce moment, avec son père absent et l'apprenti malade, il était le seul à tenir la boutique avec sa mère et un jeune aide qui venait d'arriver et n'était pas encore suffisamment formé. Bref, il travaillait 3 fois plus que d'habitude sans encore avoir l'endurance d'un adulte. Au moins, il connaissait la marche à suivre et pouvait enseigner le métier aux jeunes. La maison ne pouvait pas se passer de lui, mais quand il pensait aux examens du trimestre qui approchaient et à son retard qui s'accumulait, le pauvre, il se sentait vraiment en mauvaise posture. « Quand est-ce que tu pourras revenir au collège ? » ?»« Si papa rentrait, je pourrais y aller demain. »« Mais ton père ne revient pas, c'est ça ? » ?»« Je ne sais pas, il devrait déjà être de retour depuis 3 jours. » Copper lui demanda où son père était parti et la raison qu'il pouvait l'avoir retenu, et Urakawa accepta de lui raconter les circonstances d'une voix pesante. D'après ses explications, son père était parti à Yamagata, dans le nord du Japon, d'où il était originaire. Sa mère aussi était native de Yamagata, et plusieurs de ses oncles et tantes y vivaient encore. D'ailleurs, Copper avait remarqué que le nom de la boutique, Sagamiya, n'était pas un nom de Tokyo. Urakawa lui a appris que son père avait reçu ce nom de son ancien patron quand il avait quitté le magasin où il travaillait pour s'établir à son compte. Si son père était parti dans sa région d'origine, c'était pour réunir de l'argent. Combien de dizaines ou de centaines de yens, Urakawa l'ignorait, comme il ignorait pourquoi faire. Mais ce qui était sûr, c'est que sans cet argent, la famille était dans le marasme. Il était donc parti dans un coin reculé de Yamagata, où la neige était abondante en cette saison, pour consulter ses oncles. Pour Urakawa, il était clair que s'il ne revenait pas, c'était parce qu'il n'avait pas réussi à trouver assez d'argent. Il n'en savait pas plus, et cela rendait Copper d'autant plus inquiet concernant l'état d'esprit de son ami. Ce n'était encore qu'un enfant, mais sa voix en évoquant ces événements avait des accents d'adulte, comme un voile d'ombre. « N'en parle à personne surtout, même ma mère croit que je suis au courant de rien, » ajouta Urakawa à voix basse.
La veille du départ de mon père, je me suis levé au milieu de la nuit et j'ai entendu mon père et ma mère raconter exactement ce que je viens de te dire. Copper ne trouvait pas de mots pour rassurer Urakawa. Cela devait être sacrément lourd à porter. Lui, depuis qu'il était né, il n'avait jamais eu l'expérience d'un tel poids sur la poitrine. Mais que pouvait-il faire pour lui? Il le plaignait, certainement, mais que faire d'autre? L'inquiétude de Urakawa était réelle. Alors dire une bêtise risquait d'être pire qu'autre chose. Copper regardait en silence le charbon de bois dans le brasero. La fenêtre claquait et tremblait, et le vent dehors grondait sans arrêt. C'était le bruit de la peur que Copper commençait sérieusement à entendre dans le lointain. Sérieux, ne le dis à personne, hein, répéta Urakawa au bout d'un moment. Non, non, je le dirai pas, répondit Copper, soulagé. Car si cela suffisait à Urakawa pour se sentir rassuré, il pouvait lui faire plaisir à bon compte. Sa voix avait inconsciemment pris de l'assurance. Je ne le dirai pas, promis, je me coupe le petit doigt si je mens. Il tendit son petit doigt en l'air. Si cela suffisait à Urakawa, pour sûr, il pouvait lui faire toutes les promesses qu'il voulait. Urakawa enroula son petit doigt gercé autour de celui de Copper et chacun tira de son côté de toutes ses forces. Ils avaient tous deux le visage grave. Urakawa surtout, dont les doigts le faisaient souffrir, se mordit les lèvres. Mais quand leurs doigts se dénouèrent, ils se regardèrent et éclatèrent de rire. Urakawa avait entièrement confiance en Copper, cela se voyait dans ses yeux. Au même instant, de la pièce voisine, on entendit tousser. « Ah oui, il faut s'occuper de Kichi aussi, murmura Urakawa. C'est notre apprenti, il est couché avec un rhume carabiné. Je vais juste voir s'il n'a besoin de rien. » Il se leva, fit coulisser la cloison en bois. Un gamin de 6 ans à peine se trouvait dans le couloir, et derrière lui une fillette de 10 à 11 ans, qui tenait d'une main peu assurée un plateau avec une assiette à gâteau et un gobelet de thé. Le garçon était vêtu d'un haut et d'un bas en laine. Du visage, il ressemblait à Urakawa comme 2 gouttes d'eau, avec son visage rond et ses 2 yeux comme de simples entailles. Ses joues, ses mains étaient crasseuses, ainsi que ses vêtements. La fille portait un bébé sur le dos. Elle aussi portait des vêtements occidentaux, en laine. Le garçon resta là à regarder Copper par en dessous. La fille pénétra dans la pièce, son plateau tremblotant à la main. Sans doute s'était-elle dit que c'était le moment idéal pour mettre en pratique les bonnes manières qu'elle avait apprises à l'école. Elle avançait un pas après l'autre, le plateau tenu à 2 mains au bout de ses bras tendus, l'air aussi concentré que si elle venait recevoir son diplôme le jour de la cérémonie de fin de l'école. Elle s'agenouilla devant Copper, inclina poliment la tête pour le saluer, posa son plateau, salua de nouveau. Sur l'assiette posée sur le plateau, un filet de vapeur s'élevait de plusieurs gâteaux de pain azime en forme de poisson fourrés à la pâte de haricots rouges sucrés. « Ta petite sœur » demanda Copper à Urakawa. « Oui, et lui là-bas, c'est mon petit frère. » La sœur d'Urakawa se redressa et fit un demi-tour à droite en 3 mouvements. 1, 2, 3. Elle allait ressortir de la pièce quand elle s'immobilisa et se mit à crier contre le petit frère. « Boone, qu'est-ce que tu fabriques? Petit mal élevé. Oh là là, où est-ce que tu as appris la politesse, gros vilain? Allez, viens !» Le gamin avait profité de l'intermède pour pénétrer dans la pièce et regarder de toutes ses forces les taiyaki sur l'assiette. Toute son attention occupée par ce spectacle, les paroles de sa sœur n'atteignaient pas ses oreilles. « Viens ici, je te dis, tu me fais honte !» Elle attrapa son frère par la main et le tira vers elle. Le dénommé Boone se dégagea sans ménagement et reprit son observation fascinée des pâtisseries sur leur assiette. Copper prit un gâteau en forme de poisson et lui tendit. Le gamin leva la tête vers Copper pour vérifier qu'il pouvait bien croire en ses yeux, l'accepta sans rien dire et le porta sans attendre à sa bouche, provoquant la colère immédiate de sa sœur. « Non, mais quelle éducation! On t'a jamais appris la politesse! Tu vas voir, je dirai à maman d'abord. » Elle éloigna le gamin en le tirant rudement hors de la chambre. Boone enfourna le gâteau dans sa bouche à s'en faire éclater les joues et se laissa emporter. « Ma sœur est plus intelligente que moi, elle est chef de classe, dit Urakawa. Puis chacun mangea un taiyaki. C'était la première fois de sa vie que Copper mangeait un taiyaki. Sa mère ne lui donnait jamais de ces desserts qui passaient pour bien peu raffinés. Et comme elle disait que cela lui donnerait mal au ventre, Copper n'avait jamais éprouvé le besoin d'y goûter. Or, il trouva cela délicieux. Était-ce parce qu'il avait faim? On entendit de nouveau une toux étouffée. « Ah, j'avais oublié, j'étais en train d'aller voir Kichi. » Urakawa posa son taiyaki à moitié mangé sur le plateau et sortit de la pièce en s'excusant. Un instant plus tard, de la chambre voisine où semblait reposer le malade, les chuchotements d'une conversation à voix basse lui parvinrent. « Non, non, ne t'inquiète pas, ça va. » C'était la voix d'Urakawa. Qu'est-ce qui allait? Copper ne put saisir la réponse.
Mais non, reste couché, je m'en occupe. Décidément, Urakawa insistait pour persuader le malade de quelque chose. Au bout d'un moment, on entendit du bruit au coin du couloir. Copper se leva et passa la tête par la porte coulissante pour voir d'où venait ce bruit. C'était Urakawa, dans un coin sombre qui frappait de toutes ses forces pour casser un bloc de glace dans une bassine avec un poinçon. Une poche à glace dont le contenu était entièrement fondu reposait, sans forme, à ses pieds. Il était en train de changer la poche à glace pour faire baisser la température de Kichi, l'apprenti. Bon, je ne vais pas tarder à rentrer. Il était 15 heures quand Copper prit finalement congé d'Urakawa. Avant de partir, il lui fit une deuxième promesse. Il reviendrait mercredi prochain et lui expliquerait les points importants en anglais et en maths, les matières dans lesquelles Urakawa avait le plus de mal, et il lui prêterait ses cahiers avant l'examen. C'est Copper qui l'avait proposé. En échange, Urakawa promit de lui laisser actionner le broyeur de haricots de soja posé contre le mur de la boutique avec sa meule de pierre entraînée par une courroie de cuir reliée à un moteur électrique. Et Copper, bien entendu, lui fut très reconnaissant de cette proposition. En fait de moteur, Copper n'avait jamais actionné que des mécanismes de jouets achetés dans les grands magasins, rien à voir avec un vrai moteur. Allons bon, vous rentrez déjà, jeune homme l'apostropha la mère d'Urakawa de sa voix vigoureuse tout en servant une cliente. Désolé de n'avoir rien fait pour vous, mais revenez quand vous voulez. Mon Tomé ne présente pas aussi bien que vous avez dû le trouver assez horripilant. Et moi, je sais que cela lui a fait bien du plaisir de recevoir votre visite. Pas vrai, Tomé? Tomé eut un sourire timide et acquiesça d'un signe de tête muet. Mais un plus grand plaisir encore lui arriva moins d'une minute plus tard. Copper sortait du magasin, suivi d'Urakawa qui voulait l'accompagner à un bout de chemin, quand un vélo rouge de la poste s'arrêta justement à leur hauteur. Un jeune facteur en sauta à bas, léger comme un oiseau. Madame Urakawa, télégramme pour vous. Un télégramme en provenance de Yamagata, cela va sans dire. Urakawa en était certain. Il ne quitta pas sa mère des yeux pendant qu'elle ouvrait le message et le lisait. Son visage lui dirait s'il s'agissait d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle. Et Copper, qui se demandait lui aussi quelle réaction montrerait la mère d'Urakawa, ne pouvait détacher son regard du visage lunaire de la grosse dame. Celle-ci lut le message d'un air absorbé, mais quand elle fut arrivée au bout, elle était tout sourire. Les deux garçons lâchèrent un soupir. Madame Urakawa était soulagée sans aucun doute. « Tomé, ton père rentre ce soir. Tiens, regarde !» Elle tendit le télégramme à son fils. Les caractères violets, pâles, disaient « Tout est arrangé, stop, rentre ce soir, stop !» Copper et Urakawa sortirent. Même dans cette petite rue étroite, on apercevait un bout de ciel bleu. La bise glaciale sifflait toujours au-dessus des toits. Côte à côte, Copper et Urakawa refirent toute la longueur de la ruelle, presque du tunnel, et ressortirent sur l'avenue du tramway pleine de monde. Mais Urakawa ne semblait pas faire attention aux gens autour de lui. « Dis, fit-il à voix basse, tout est arrangé, ça veut bien dire que l'oncle a accepté, non ?»« Je crois bien, oui. »« Oui, ça peut être que ça. »« Bien sûr, évidemment que c'est ça. » La conversation devenait de plus en plus allègre. Les soucis d'Urakawa s'étaient fait plus légers tout à coup. Il allait pouvoir retourner en cours. À la sorte de bondissement qu'il avait à chaque pas, on pouvait lire la joie qu'il habitait. En classe, on se moquait de lui, il était la proie des brimades et du mépris des autres, et malgré tout, aller à l'école, c'était sa plus grande joie. Au sortir de la ruelle, ils marchèrent de concert sur l'avenue jusqu'au bout du quartier où ils se séparèrent. « Allez, à bientôt !» dit Urakawa comme à regret, en retournant vers le quartier des tabliers flottants. Le vent était très fort sur l'avenue. Copper rentra les épaules pour donner moins de prise aux rafales et se mit à marcher à grands pas pour se réchauffer, mais pas seulement. À vrai dire, il ne savait pas pourquoi, mais il sentait, comme qui dirait, l'envie de marcher à grands pas, plein de vigueur aujourd'hui. Chose promise, chose due, Copper retourna chez Urakawa le mercredi suivant. Je vous passe les détails de tout ce qui se passa ce jour-là, ça ferait un peu long. Quoi qu'il en soit, Urakawa réussit à combler son retard dû à ces quelques jours d'absence, ce qui lui fut un grand soulagement. Quant à Copper, il éprouva le plus grand plaisir de sa vie en appuyant sur le bouton pour mettre en marche le moteur du broyeur à haricots de soja. Son enthousiasme quand la machine se mit à rugir fut tellement intense que la mère d'Urakawa, oui, la dame un peu enveloppée dans la boutique, se campa sur ses jambes, posa ses poings sur les hanches et resta à le regarder d'un air ébahi. « Alors ça, ce n'est pas mon garçon qui réagirait comme ça. On peut dire qu'ils sont différents ces deux-là, semblait-elle dire. » Copper rentra un peu tard chez lui et dîna un peu plus tard que d'habitude. Il était déjà 8 heures, mais malgré l'heure tardive, il ressortit pour se rendre chez son oncle qui n'habitait pas loin.
Son oncle était en train de lire le journal du soir, assis sous la table chauffante, éclairé par une lampe basse. À peine se fut-il glissé lui aussi sous l'édredon de la table chauffante que Copper s'empressa de raconter ses exploits de la journée. « Mon oncle, aujourd'hui j'ai fait marcher un moteur. »« Un moteur? Celui d'un de tes jouets, tu veux dire ?»« Peu! Tu me prends pour un gamin. Un vrai moteur, d'une vraie machine. »« Oh! C'est formidable, ça, dis donc. Un moteur de quoi ?» Copper hésita. Pouvait-il répondre « la machine d'un marchand de tofu »?« Tu as visité une usine ?» demanda l'oncle. « Oui. Une usine de quoi ? Une usine de transformation alimentaire. » Voilà au moins qu'il y avait de l'allure. À partir de quels ingrédients ? Eh bien, on prend d'abord des haricots de soja. Oui, et ensuite on les fait bouillir et ensuite on les broie. À ce moment, l'oncle se mit à sourire. Il n'avait plus besoin de poser de questions pour compléter de lui-même. Puis on cuit le mélange à la vapeur dans une corbeille de bambou. On les coupe en blocs de 4 ou 5 cm de large sur 7 cm de long et 2 cm d'épaisseur. On les met à refroidir dans l'eau et on les vend 5 cents le bloc peut-être. Zut, comment tu as deviné ? Fit Copper en se grattant la tête. L'oncle éclata de rire, puis redevint sérieux. Tu es allé chez Urakawa ? Copper raconta dans le détail ses 2 visites chez Urakawa. Il raconta comment tout ce qu'il avait vu et entendu chez Urakawa était totalement nouveau pour lui. Et il était très excité de raconter tout ça à son oncle. La mère d'Urakawa est extraordinaire, elle est forte comme un lutteur de sumo. Elle fait « Oh, hiss !» et elle soulève une énorme marmite de fer remplie d'huile bouillante. Je suis sûr qu'elle a plus de force que toi. Oh, ça c'est pas ordinaire alors. Je vais y réfléchir à 2 fois avant d'entrer chez Urakawa. Je pourrais me faire jeter dehors comme une miette. Non, non, si tu fais rien de mal, ça ira, elle est très gentille. Moi je l'aime bien. Copper répondit à toutes les questions de son oncle et raconta dans les moindres détails ce qui s'était passé chez Urakawa, sauf le fait que son père était parti à Yamagata demander de l'argent, conformément à sa promesse. Quand Copper eut fini son récit, l'oncle médita un instant. Urakawa et vous autres de ta classe, vous êtes tellement différents à tout point de vue. Rien d'étonnant à ce que Urakawa ne parvienne pas à s'intégrer au reste de la classe en fait. D'ailleurs, Copper, il y a un truc auquel je voudrais que tu réfléchisses. Oui, à quoi ? Selon toi, quelle est la principale différence entre Urakawa et ses camarades de classe ? Eh bien... Copper était un peu embarrassé. Après un moment d'hésitation, il répondit avec gêne. Eh bien, sa famille n'est pas riche, nous ne sommes pas pauvres. Parfaitement acquiesça l'oncle. Et mis à part la situation de sa famille, quelle différence y a-t-il entre Urakawa et vous autres d'un point de vue humain ? Copper ne voyait pas la réponse. À cet instant, la pendule indiqua 9h30 et sonna un coup. Il y avait cours demain. Copper ne pouvait pas rester éveillé trop tard. Le jeu des questions-réponses s'arrêta là, et il rentra chez lui en vitesse. Cependant, la dernière question de son oncle était capitale. Jetons un coup d'œil sur le cahier de l'oncle de Copper pour en savoir plus, car, en effet, ce soir-là, dès que Copper fut rentré, l'oncle sortit son cahier et se mit à écrire avec ardeur. Le cahier de l'oncle. Sur ce qui fait de nous des humains et sur la pauvreté. Cher Copper, c'est très gentil à toi d'être allé rendre visite à Urakawa et c'est une bonne chose. Urakawa doit être heureux d'avoir reçu un signe de sympathie qu'il n'avait pas escompté, lui qui est tout le temps maltraité à l'école. Et toi, j'imagine que tu ne t'attendais pas à éprouver autant de plaisir en te montrant gentil envers un camarade solitaire et moins favorisé. Et c'est une si belle expérience de trouver, comme tu l'as fait chez Urakawa, que tout le monde traite comme un imbécile, une véritable bonté, un beau cœur. Pendant que j'écoutais ton récit, je dois dire que j'étais impressionné en particulier par le fait que rien dans ta conduite, ni même dans ta façon d'en parler, ne trahissait le moindre sentiment de supériorité. Je pense que c'est parce que tous les deux, aussi bien Urakawa que toi, vous êtes des êtres d'une nature droite et franche. Si Urakawa était un garçon tordu ou faux jeton, sans doute te serais-tu fait des réflexions du genre « Non mais pour qui il se prend, nul en classe comme il est ?» Ou peut-être même « Non mais pour qui il se prend, c'est moins que rien ?» Même si tu ne l'avais pas dit, tu l'aurais peut-être pensé. Et si tu ne l'as pas pensé, c'est d'abord grâce à Urakawa, parce que c'est un garçon gentil et droit dans sa tête. D'un autre côté, si tu étais vaniteux, si tu étais imbu de tes bonnes notes scolaires, tu aurais regardé de haut cette famille pauvre, ou alors tu aurais aidé ton ami en faisant sonner ta supériorité, ce que Urakawa, même avec son bon caractère, n'aurait pas accepté avec plaisir, sans doute. Je suis vraiment heureux qu'aucun de vous deux n'ait eu ce genre d'attitude. En particulier, le fait que tu n'aies pas considéré avec mépris les conditions de vie de la famille de Urakawa est un vrai bonheur pour moi.
Tu t'en apercevras en grandissant, les gens qui ont des conditions de vie difficiles éprouvent souvent un sentiment d'infériorité. Ils ressentent une certaine honte d'avoir des vêtements misérables, une maison sale, de manger une cuisine humble et banale. Bien sûr, certains vivent fièrement malgré la pauvreté, mais d'autres se plient en courbettes devant les riches, comme s'ils ne se considéraient pas comme des êtres humains au même titre que les autres, et ce ne sont pas les moins nombreux. Et ceux-là, ils sont méprisables, en effet. Non pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais il ne faut pas s'étonner d'être méprisé quand on se comporte lâchement. Cependant, Cooper, il est inévitable, malgré un solide amour-propre, de se sentir parfois abattu par un sentiment d'infériorité quand on voit ses conditions de vie et qu'on se sait pauvre. Inutile de titiller ce sentiment d'infériorité, la bonne attitude à avoir est de toujours rester discret. N'oublie pas ça. Pour un être humain, rien ne fait plus mal qu'une blessure d'amour-propre. Et il est tellement courant de devoir en ravaler d'amers quand on est pauvre. Fais attention à ne pas blesser l'amour-propre déjà fragile d'une personne sans même t'en rendre compte. Parce que, bien sûr, il n'y a aucune raison de se sentir inférieur parce qu'on est pauvre. La valeur d'un être humain, je n'ai même pas besoin de te le dire, ne réside pas dans la qualité de ses vêtements, de sa maison ou de sa nourriture. Il aura beau porter les plus beaux vêtements et vivre dans la résidence la plus somptueuse, un imbécile restera toujours un imbécile et un minable, un minable. Ce n'est pas son train de vie qui va faire monter sa valeur en tant qu'humain. Inversement, un humain au cœur noble, doté d'une haute conscience des choses, fût-il pauvre, sera toujours digne de notre respect. Un humain sûr de sa valeur en tant qu'humain ne craint pas les revers de fortune et restera toujours serein, quelles que soient les circonstances de la vie. Voilà pourquoi, tant que nous nous conduisons en être humain, nous ne devons jamais penser que nous ne valons rien pour la seule raison que nous sommes pauvres. Pas plus que le fait de vivre dans l'abondance ne fait de nous un individu supérieur en quoi que ce soit. Vivre en gardant à l'esprit sa vraie valeur en tant qu'être humain, voilà ce qui compte. N'empêche, ce n'est pas parce qu'il faut toujours garder cela à l'esprit que l'on peut se dispenser de faire attention à ne pas blesser le très sensible amour-propre des gens pauvres. En tout état de cause, Cooper, mets-toi un peu à leur place. Apprends le goût amer de la pauvreté. Tu ne pourras pas prétendre être capable de te lancer dans le monde tant que tu n'auras pas enduré ce qu'ils endurent sans rien retrancher de ta dignité. Ne l'oublie jamais. Si tu tires vanité, même un tant soit peu, de ton mode de vie aisé, ou si tu prends de haut ceux qui n'ont pas ta fortune, alors tu auras mérité que les gens qui ont du cœur te regardent avec une grimace de dégoût. Les gens qui ne savent pas ce qui est essentiel chez un être humain sont de pitoyables idiots. Mais par bonheur, je sais que tu n'as pas montré de supériorité déplacée quand tu étais chez Urakawa. Maintenant, je sais que tu ne méprises pas les gens parce qu'ils sont pauvres. Tu ne peux pas savoir combien il sera important de conserver cet état d'esprit en devenant adulte. Et justement, voici l'occasion idéale pour te le faire comprendre. Plus tu connaîtras le monde, plus ce sera important. Ou plutôt, si tu veux avoir une réelle connaissance du monde, alors il est essentiel que tu ne perdes pas cette façon de voir. Pourquoi? Eh bien, écoute bien ce que je vais te dire. Parce que l'immense majorité des humains sont pauvres. L'immense majorité des êtres humains n'ont pas la possibilité de vivre dans des conditions humaines, et ça, c'est le plus gros problème que connaît notre monde aujourd'hui. Partie 2. Tu as vu la différence entre les conditions de vie de la famille Delakawa et celles de ta famille à toi. Tu t'es dit que la famille Delakawa était plus pauvre que la tienne, et pourtant, sais-tu qu'il existe énormément de gens dans le monde qui ne disposent même pas du niveau de vie de la famille Delakawa? Pour ces gens-là, la famille Delakawa n'est pas pauvre du tout. Peut-être cela t'étonne-t-il. Mais réfléchis un peu aux jeunes apprentis qui travaillent chez Urakawa. Ils travaillent avec l'espoir, d'ici un certain nombre d'années, d'ouvrir un magasin à peu près aussi grand que celui de Urakawa. Tu peux dire que la famille de Urakawa est pauvre, n'empêche que leur fils va au collège. Les apprentis qui travaillent chez lui ont dû arrêter l'école au niveau du primaire. D'autre part, la famille d'Urakawa possède un broyeur à soja pour fabriquer le tofu. Achète le soja qui est la matière première du tofu, paye le salaire des apprentis, bref, gère son budget comme une véritable entreprise. Alors que les apprentis ne possèdent rien d'autre que leur force de travail et vivent au jour le jour. Leur survie n'est assurée que tant qu'ils sont en mesure de travailler jour après jour à la force de leurs bras. Qu'ils tombent malades ou se blessent, s'ils ne peuvent plus travailler, que deviendront-ils? Pour ceux qui ne peuvent compter que sur leur force physique pour vivre, de ne plus pouvoir travailler signifie mourir de faim. C'est malheureusement la vérité. De nos jours,
Ceux qui risquent le plus de perdre leur force de travail vivent dans les conditions les plus risquées pour leur santé physique. Alimentation sommaire, logement insalubre, sans compter qu'ils ne disposent pas du luxe de pouvoir se reposer de la fatigue accumulée la veille. Il faut qu'ils travaillent sans arrêt, une journée poussant l'autre. Te rappelles-tu, l'été dernier, quand nous sommes allés tous les trois, toi, ta mère et moi, à Bohoshu, nous avions pris le train à Ryogoku et pendant un moment, du haut du viaduc, nous avons regardé la forêt de cheminées qui crachait leur fumée noire autour de Honjoku et de Jotoku. Il faisait une de ces chaleurs ce jour-là. Le ciel d'été était aveuglant et nous avons regardé ces toits serrés les uns contre les autres sans le moindre interstice et ces cheminées en nombre infini jusqu'à l'horizon. Le vent chaud rabattait la fumée jusque dans le train. À peine avions-nous quitté Ryogoku que tu as demandé une glace. Il faisait une chaleur insupportable à Tokyo, et pendant que nous allions trouver le frais à Bohoshu, sous chacune de ces cheminées, des dizaines ou des centaines d'ouvriers transpiraient et travaillaient dans la fumée et la poussière. Puis le train a quitté Tokyo. Les rizières s'étendaient cette fois à perte de vue et nous avons soupiré d'aise en sentant le vent frais. Pourtant, réfléchis un peu, ces rizières verdoyantes, ce sont bien des paysans qui les entretiennent à la sueur de leur front, sans jamais partir nulle part pour trouver le frais. Nous les avons vus, tu te souviens, par la fenêtre du train. Des dizaines de paysans, leurs femmes aussi, dans l'eau jusqu'aux reins, qui coupaient les mauvaises herbes. Ces gens existent, dans toutes les régions du Japon. Non, dans le monde entier, partout, et ils représentent plus de la moitié de la population humaine. Tu n'imagines pas tous les handicaps qu'ils doivent surmonter. Ils manquent de tout et ne peuvent même pas se soigner quand ils tombent malades. Ils n'ont pas l'occasion de s'élever par l'étude ou la lecture des grands écrivains, tout ce qui fait l'orgueil de l'humanité, sans parler des grands musiciens ou des grands peintres. Tout cela est un idéal hors de portée pour eux. Cooper, toi qui as lu les 2 volumes des réalisations de l'humanité, tu connais la brillante histoire de l'humanité, qui a progressé pendant des milliers d'années et des milliers d'années depuis les temps reculés où l'homme vivait encore comme une bête jusqu'à l'état actuel de la civilisation. Mais ce que tu dois savoir, c'est que les fruits de la civilisation, le produit de ces efforts, ne sont pas distribués à l'ensemble de l'humanité. Ce n'est pas juste, penseras-tu, j'en suis sûr. Et certainement tu as raison, c'est injuste. Vivre comme un être humain, cela n'a de sens que si tous les hommes, jusqu'au dernier, vivent comme des êtres humains. Si certains sont laissés pour compte et vivent comme des animaux, alors l'humanité n'est qu'un mensonge. Tant que la société n'est pas équitable, elle n'est qu'un mensonge. Pour peu qu'on soit honnête avec soi-même, on ne peut rien objecter à cette idée. Et pourtant, nous pouvons le regretter autant que nous voulons, la société est encore loin d'avoir atteint ce niveau. L'humanité a évolué, certes, mais pas encore jusque-là. Ces problèmes ont été laissés en chantier. Tant d'événements qui font mal au cœur surviennent dans le monde à cause de la pauvreté. Tant de gens s'enfoncent dans le malheur, et tant de combats fratricides s'enracinent en elles. Je ne veux pas détruire ton bonheur actuel en te parlant de ces choses maintenant. Tu les découvriras bien assez tôt, à mesure que tu deviendras adulte, sans que j'aie besoin de te les mettre sous le nez. Alors comment se fait-il que, dans notre monde si civilisé, existe encore des choses aussi détestables ? Pourquoi la misère n'a-t-elle pas encore été éradiquée ? Sans doute est-il encore un peu tôt pour que tu en comprennes entièrement la raison. Il ne sera pas trop tard pour te former un avis approprié quand tu seras plus grand et plus pleinement conscient de la complexité du monde, quand ta pensée aura mûri. Mais ce que je voudrais que tu comprennes dès à présent, c'est à quel point il est formidable que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, toi, tu puisses étudier et développer librement tes talents. Réfléchis bien à ce mot, Cooper. C'est formidable. Arigatai. On emploie pour dire « je vous en suis reconnaissant » ou « cela mérite toute ma gratitude ». Mais le sens originel de ce mot, c'est « le fait même que cette faveur se réalise est extraordinaire » ou « cette faveur ne tombe pas sous le sens ». Et c'est parce qu'elle ne tombe pas sous le sens qu'elle mérite toute notre gratitude. La formule a ensuite évolué pour donner la formule de politesse « arigato », merci. Mais si tu considères le monde dans son ensemble, quand tu vois la situation dont tu jouis actuellement, tu ne peux que te dire c'est formidable, au plein sens du terme. Tous les enfants qui ont achevé l'école primaire ne poursuivent pas leurs études dans le secondaire comme toi et tes camarades. Et parmi ceux qui continuent, il y en a comme Urakawa qui doivent prendre sur leur temps d'études pour aider leur famille. Alors que toi, tu peux t'adonner entièrement à tes études, rien ne vient t'en empêcher.
L'humanité a redoublé d'efforts pendant des dizaines de milliers d'années pour te permettre de jouir de cette liberté d'apprendre et d'étudier. N'est-ce pas formidable ça? Par conséquent, mais je n'ai pas besoin de t'en dire plus. Tu l'as déjà compris, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de t'indiquer l'attitude que doivent avoir les privilégiés comme toi dans la vie, quelle pensée doit t'animer, n'est-ce pas? Ton père le souhaitait, ta mère y met toutes ses espérances, et moi, je forme le même vœu pour toi de tout mon cœur. Développe tes talents, fortifie tes capacités, et mets-toi au service de la société tout entière. Je compte sur toi, Cooper. Partie 3. Pour finir, je voudrais te soumettre un problème et que tu essaies d'y réfléchir. As-tu bien compris par quel réseau tous les humains sont reliés les uns aux autres? Alors même que ceux qui travaillent dans des conditions difficiles et nous autres qui vivons dans une relative facilité, nous semblons n'avoir aucun contact les uns avec les autres. En réalité, nous sommes reliés de façon indéfectible par les mailles de ce réseau. C'est pourquoi ce serait une faute morale de nous concentrer uniquement sur notre bonheur sans nous préoccuper de celui des autres. Mais si penser à ces autres-là revient à les considérer comme de pauvres gens, des malheureux, envers lesquels nous devons faire preuve de compassion, c'est aussi une grossière erreur, car il y a une chose essentielle qu'il ne faut jamais oublier, Cooper. C'est vrai, parmi ceux qui ont toujours dû se battre pour vivre, qui n'ont étudié que jusqu'à l'école primaire, car ils ont tout de suite dû gagner leur vie, certains, même adultes, n'ont même pas ton niveau actuel de connaissance. La plupart ne connaissent pas les bases de la géométrie, de l'algèbre, de la physique, toutes ces disciplines que l'on ne découvre qu'à condition de continuer ses études dans le secondaire. Nombreux sont ceux dont les goûts restent vulgaires. Il n'est pas très difficile, dans ces conditions, de penser que tu leur es supérieur. Et pourtant, change un peu de point de vue, car c'est sur leurs épaules que le monde repose. Ils sont bien plus importants que toi. Réfléchis-y. Tout individu a besoin pour vivre du produit du travail des autres, sans aucune exception. Regarde, même les sciences et les arts, les professions les plus nobles, ont besoin pour exister du travail et de la sueur des autres. Sans ce travail-là, il n'y aurait ni culture, ni progrès de l'humanité. Eh bien, et toi? Qu'est-ce que tu produis? De la société, tu reçois beaucoup, mais qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu apportes? La réponse est simple. Tu consommes, mais tu ne produis encore rien. Tu n'es qu'un collégien, mais tu as déjà besoin d'énormément de choses. De manger 3 repas par jour, sans compter les friandises. Pour étudier, tu as besoin de crayons, d'encre, de plumes, de papier. Tes vêtements, tes chaussures, ton bureau, la maison où tu habites, tout cela deviendra un jour ou l'autre inutilisable. Tout cela s'usera. C'est donc bien que tu les utilises aussi. Pour dire les choses autrement, tu mènes la vie d'un consommateur professionnel. Bien sûr, manger, se vêtir, tout le monde en a besoin. Personne ne peut produire sans rien consommer. Et puis, si on produit des marchandises, c'est bien pour les utiliser, donc consommer n'est pas une mauvaise chose en soi. Cependant, qui est le plus digne de reconnaissance? Celui qui produit plus qu'il ne consomme et fait profiter la société du produit de son travail, ou celui qui ne produit rien et consomme seulement? Lequel est le plus important? Poser la question, c'est y répondre, n'est-ce pas? Si ceux qui fabriquent n'existaient pas, tu ne pourrais pas manger ton goûter ni t'amuser, tu ne pourrais pas consommer. Ce sont ceux qui produisent grâce à leur force de travail qui nous permettent à nous humains de vivre comme des humains, et pas seulement ceux qui nous procurent de quoi manger et nous habiller. Les scientifiques, les artistes, ceux qui créent, sont plus essentiels que ceux qui reçoivent. N'oublie jamais cette distinction entre les producteurs et les consommateurs. Et tu verras que ces types qui se donnent des airs importants au volant de leur automobile ou qui vivent dans des résidences somptueuses sont très souvent des individus sans valeur. Et inversement, que des gens qui sont généralement méprisés ou regardés de haut méritent le respect et la reconnaissance de tous. Vois-tu, Cooper, c'est là que réside la principale différence entre Urakawa et toi. Urakawa, malgré sa jeunesse, appartient déjà au monde de ceux qui produisent des choses. C'est déjà un formidable humain. Et si ses vêtements sont imprégnés de l'odeur de friture, il peut en être fier. En tout cas, il n'a aucune raison d'en avoir honte. Je crains que tu ne prennes mon affirmation selon laquelle tu consommes sans rien produire pour une critique. Ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes encore des collégiens, vous êtes dans la phase de préparation avant d'entrer dans la société. Laissez ces choses à la charge de vos parents pour le moment. Mais en tant que consommateur professionnel, il est de votre devoir de tenir votre rang et d'exprimer le plus grand respect à Urakawa, qui participe admirablement au travail de sa famille malgré une situation difficile. Compte tenu de votre statut social, se moquer de lui ou le mépriser serait de la dernière inconvenance. Maintenant, il y a une chose à laquelle je voudrais que tu réfléchisses sérieusement, si tu as bien compris mes commentaires jusque-là.
Dans ta vie quotidienne, effectivement, tu ne fais que consommer sans rien produire. Mais sans t'en rendre compte, sous un autre angle, chaque jour tu produis une chose immense. Quelle est cette chose? Je ne te donne pas la réponse, volontairement. Cette réponse, tu dois la trouver par toi-même. Il n'y a rien d'urgent, mais un jour, j'espère que tu la trouveras. Et ne va pas demander à quelqu'un d'autre, surtout. D'ailleurs, même si tu demandais à quelqu'un d'autre, je doute qu'il puisse donner la bonne réponse. L'essentiel est que tu la trouves par toi-même. Peut-être la trouveras-tu dès demain, ou peut-être seulement quand tu seras adulte. Cela n'a aucune importance. Mais tout être humain devrait un jour trouver la réponse à cette question, je pense. Quoi qu'il en soit, grave bien cette question dans ton cœur et réfléchis-y de temps à autre. Je suis sûr que le jour viendra où tu seras content d'y avoir réfléchi. N'oublie pas, surtout,